Un seul titre pour ce samedi matin. Les bruits du train ont repris en Kinshasa et Matadi. Le trafic fermé il y a 5 ans pour de grands travaux est désormais opérationnel. Et c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a lancé officiellement la reprise de ces trafics. Et à cette même occasion, le président de la République a aussi réceptionné cette voiture voyageur automotrice. Les images à suivre juste au début de ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, c'est le grand retour du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi. Un trafic fermé depuis 2020 pour de grands travaux. Et c'est le chef de l'État Félix-Antoine la reprise de ces trafics. Même occasion, le président de la République a aussi réceptionné cette voiture voyageur automotrice. Regardez. C'est une brève cérémonie qui marque la renaissance de l'ONATRA, autrefois fleuron national du transport multimodal. Au cours de cette cérémonie, à la gare centrale de Kinshasa, dans la commune de Gombe, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, un tronçon long de 365 km. Par la même occasion, le chef de l'État a réceptionné cette voiture à voyageurs automotrice acquise sur fonds propres de l'Office national des transports, ONATRA. Ces nouvelles voitures acquises grâce à une collaboration avec une entreprise chinoise sont arrivées à Kinshasa ce jeudi soir en provenance de Matadi. Des éboulements et autres de vétusté. Cette cérémonie a été marquée par 3 prises de parole. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son leadership qui a permis de rouvrir le trafic ferroviaire entre la capitale et le principal port du pays. Le chemin de fer étant une alternative crédible dans le système de transport, au vu de son rôle éminemment stratégique dans la vision socio-économique du pays, un accent particulier devra être mis sur le financement des travaux sur la voie ferrée qui nécessite la poursuite qui, bien entendu, appelle l'intervention permanente du pouvoir public et auquel l'État seul ne sera pas. C'est ici le lieu de solliciter auprès de votre Excellence et du gouvernement de la République la poursuite de l'accompagnement des actions menées par l'ONATRA pour la maintenance en bon état de Matadi, longueur de 365 km et les réseaux ferroviaires intérieurs. Le directeur général de l'ONATRA a par la même occasion annoncé la reprise prochaine du trafic ferroviaire urbain dans la ville de Kinshasa. La ministre du portefeuille a, quant à elle, vanté la renaissance de l'ONATRA, jadis fleuron du transport multimodal en RDC. Cette réhabilitation n'est pas un simple projet ferroviaire, mais plutôt un projet structurant à effet réel, a dit la ministre. Intervenant en dernier lieu, le vice-premier ministre et ministre des Transports et des Enclaves, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait savoir que l'acquisition de cet wagon à voyageurs marque le prémisse d'une longue série d'acquisitions. Dans le prochain mois, a-t-il dit, 5 locomotives neuves et 40 wagons porte-conteneurs sont attendus en supplément de l'actuelle flotte de l'ONATRA. C'est grâce à votre vision des infrastructures et des équipements de transport à travers tout le territoire national que nous pouvons aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, relancer le trafic ferroviaire de passagers et de fret entre Kinshasa et Matadi. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement, l'outil de travail et des infrastructures constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA. L'intersyndicale de l'ONATRA a loué l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la reprise du trafic ferroviaire.
une grande des travailleurs de l'ONATRA, parce qu'aujourd'hui la reprise ferroviaire, une réalité, parce que c'est conformément au choix du président de la République lors de 73 réunions du Conseil des ministres où le président a insisté sur la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Après 25 ans, aujourd'hui la rêve est devenue une réalité. Et c'est une initiative non seulement pour l'ONATRA, mais pour les Congolais. Le chef du confort est réservé aux voyageurs. Le retrait immédiat des hommes en uniforme armés dans des sites miniers, c'est la recommandation phare formulée au terme d'un atelier sur l'exploitation minière artisanale et illégale. Il est présidé par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberan Kolongele. Au terme de cet atelier, une feuille de route a été adoptée pour assainir le secteur minier en RDC. Plus de précision avec Chemed Dondre. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur docteur, a présidé ce mercredi une séance de travail axée sur l'assainissement du secteur minier dans la province du Lualaba et au Katanga. Cette rencontre a réuni les opérateurs, chefs d'entreprise et structures œuvrant dans les domaines de mine. Cette initiative découle d'une mission effectuée du 12 au 23 août 2025, laquelle a permis de dresser un état de lieu en 4 volets principaux. Le volet de chevauchement de responsabilité, le volet sécuritaire, le volet social et le volet institutionnel. Ce secteur minier, qui faut-il le rappeler, est quand même le secteur porteur aujourd'hui en ce qui concerne les financements du budget de l'État, mais aussi en termes de contribution en matière d'emploi et des orientations claires et consensuelles ont été arrêtées. La nécessité de restaurer l'autorité de l'État sur tous les sites miniers en appliquant la doctrine confirmée, d'organiser et de viabiliser les zones d'exploitation artisanale afin d'offrir aux creuseurs artisanaux des alternatives légales et durables. La République démocratique du Congo est comparable à un corps vivant. Dans chaque province est un organe vital. Aucune partie ne peut être négligée sans affaiblir l'ensemble. C'est dans l'unité, la discipline et la loyauté à l'égard de l'État que nous bâtirons un secteur minier équitable et durable, au service du développement national et du bien-être de notre peuple. L'économie continue toujours au vert. La croissance économique est actuellement à 6%, l'inflation à 7% et les francs congolais plus sur les marchés d'échange international par le gouvernement congolais lors de la troïka politique. Une troïka qui prépare déjà la deuxième revue des programmes conclus avec le FMI. D'autres détails avec Sylvie Mouembo. Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Kinshasa depuis le début de la semaine. Au marché de cette visite de cette institution financière internationale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, en sa qualité de coordonnateur principal de la troïka politique monétaire, a raconté les performances économiques récentes du pays avec une croissance provisoire, une inflation des dépenses exceptionnelles liées à la sécurité. Malgré les perturbations entraînées par l'accroissement des dépenses sécuritaires, les finances assurent que les mesures sont en train d'être mises en place tant du côté des finances pour rester dans la programmation initiale convenue avec le Fonds monétaire international. Et ça a été un engagement assez fort. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des réformes qui ont été convenues en termes de repères, surtout celles qui concernent les finances publiques, sont réalisées ou envoient des lettres selon les échéances. Cette réunion, à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre du budget, le gouverneur de la Banque centrale et les experts de la primature,
s'inscrit dans la préparation de la 2e revue du programme conclu entre le FMI et la République démocratique du Congo. Les échanges ont aussi porté sur plusieurs volets essentiels, notamment l'évaluation du contrat avec la Chine et l'intégration des risques climatiques dans le budget en cours de préparation. Adolphe Mozito, vice-premier ministre, conçu préparer le projet du budget 2026. Hier, lors de la 3e journée, 3 membres du gouvernement ont défilé tour à tour. Il s'agit du ministre de PME, de la Jeunesse et celui de la Communication et Médias. Tous ont déposé le besoin réel de leur ministère. D'autres détails avec Adolphe. Alors que la rentrée parlementaire de septembre, l'examen du projet de loi des finances 2026, du budget, sous la conduite d'Adolphe Mozito, déploie une méthode de travail qui tranche avec les pratiques traditionnelles. En initiant les consultations ciblées et sectorielles, le Premier ministre en charge du budget donne le temps de gouvernance budgétaire fondée sur l'écoute, l'anticipation et la coordination interinstitutionnelle. Le ministre des petites et moyennes entreprises, en passant par les médias, tous sont venus défendre leurs priorités. Et de la directrice générale de l'ACP a plaidé pour une dotation budgétaire renforcée afin de promouvoir l'information institutionnelle et encourager la participation citoyenne via des campagnes médiatiques d'intérêt national. Au regard du caractère stratégique du secteur de la communication et de la nécessité pour nous de poursuivre le travail de médias publics, RTNC, ACP, Renatelsat, et la nécessité pour nous de préserver l'image de marque du pays et de continuer le travail de la mobilisation que nous avons commencé autour de la guerre. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je suis venu insister par la vision du chef de l'État. L'objectif numéro 1, c'est de produire des emplois, le plus d'emplois possible. Budget pour 2026 prennent un peu plus de la hauteur en fonction de la population. Cette méthode participative renforce non seulement la transparence du processus budgétaire, mais permet également d'anticiper les arbitrages à opérer au sommet de l'État. Le RDC veut arracher le siège du bureau régional du Centre consultatif pour le règlement des conflits entre investisseurs et États. Les ministres de la Justice, les ministres du Commerce extérieur et celui des Finances se sont rassemblés hier pour lancer les travaux de la task force chargée de porter la candidature de la RDC. Anim Balaka pour d'autres détails. Présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Nkefa, cette rencontre a réuni les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku et la vice-ministre des Finances Gracia Yamba. La tripartite a travaillé sur la validation du travail préparatoire effectué par les comités techniques, première étape effective de ces mécanismes destinés à renforcer la sécurité juridique et la confiance entre investisseurs et États. Cette task force créée sur décision du Conseil des ministres s'articule autour des 3 organes, un comité exécutif qui devront assurer la coordination et la mise en œuvre du processus. L'objectif de cette réunion était de valider le travail excellent qui a été fait par les comités techniques et qui nous a présenté les lignes directrices ainsi que la feuille de route et enfin les moyens qui devront être mis à disposition pour que nous puissions soutenir notre candidature en vue de l'installation engagés à poursuivre ces efforts ainsi que les autres questions qui seront discutées lors de la prochaine réunion du comité de pilotage. En plaçant cette question, entend offrir aux investisseurs un cadre de règlement transparent, fiable et conforme aux standards internationaux, gage d'un climat des affaires plus attractif. Un nouveau coup dur donné à la bande des criminels de Kinshasa qui vient de perdre 30 de ses éléments majeurs accusés de braquage, vol, de véhicules, de kidnapping
Ces présumés bandits arrêtés par la police ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'était aussi devant quelques-unes de ces victimes qui ont toutes reconnu leur bourreau. Bono Anan Mokonti nous en parlait. Des braqueurs de moins sur la liste. Dans la capitale congolaise, l'opération lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekmen Chabani. Une fois de plus, les effets au total, 35 braqueurs viennent être interpellés par la police sous la conduite du colonel Israël Kantou, parmi lesquels le voleur des véhicules, de bijoux, opérant et des kidnappeurs au patron de la sécurité nationale. Plusieurs victimes sont sorties de leur silence pour expliquer le modus operandi de ce hors-la-loi. J'ai salué la vigilance et le professionnalisme selon lesquels nos policiers ont mené cette opération. Ces criminels qui dérangent notre quiétude doivent être condamnés en respectant les lois du pays. Les 4. Je suis cambiste. Ces malfrats m'ont attaqué le 4 août dernier au niveau des Rigini. Ils ont apporté avec eux $80 000. À la place de s'arrêter là, ils ont tiré à bout portant sur mon garde du corps et mon neveu qui ont par la suite succombé de leurs blessures. En tout cas, ces hors-la-loi seront déférés devant la justice. Question de répondre de l'exact et présenter leurs moyens de défense. Le gouvernement congolais ne fera marche arrière. La gratuité de l'enseignement des bases est obligatoire dans les zones sous occupation. Le ministre d'État en charge de l'éducation l'a martelé lors du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement. Un autre membre du gouvernement invité à cet exercice était le ministre de la Santé qui a confirmé le retour du virus Ebola en RDC, plus précisément au Kasaï. L'épidémie à virus Ebola refait surface en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Kasaï. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, l'a confirmé le jeudi 4 septembre lors du briefing presse. Patrick, 28 cas ont été recensés et 15 décès ont été enregistrés. Le ministre Kamba a saisi cette opportunité pour communiquer à la population quelques règles d'hygiène à observer pour ne pas propager cette épidémie. Chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche parce que simplement sont souvent malheureusement causés par des virus très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Nous avons été informés le samedi et le mardi, nos équipes sont déjà sur place. Donc nous avons déployé déjà tous les moyens pour qu'on amène des équipements effectivement de protection individuelle, mais surtout qu'on montre aux professionnels de santé qui sont sur place les moyens de ce qu'on appelle PCI, la protection contre les infections. Auparavant, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaka Temboué, le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, ont la gratuité de l'enseignement des bases et d'application obligatoire sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, vous savez, les provinces fixent les frais. Ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici d'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Raissa Malou a présenté les mesures prises en œuvre par le gouvernement ainsi que les réformes engagées dans les secteurs d'éducation. La ministre d'État
faire donc la poursuite de la construction des nouvelles salles des classes au niveau primaire et secondaire, la réforme des programmes, le renforcement de la gouvernance scolaire et la promotion de la nouvelle citoyenneté. Et puis, ce chiffre, 1300 bancs pupitres distribués gratuitement à 2 écoles de la capitale. Il s'agit de l'Institut Bobokoli qui a reçu 1000 bancs et du lycée Monseigneur Chaoumba, des bancs fabriqués par 2 ex-Koulouna transformés en bâtisseurs par le service national. C'est un reportage de Tony Djouma et Cédric Kenena. L'école répond son sens initial, les lieux où se donnent des enseignements à remplir sa vocation, celle de la création d'un cercle d'élite. Et cela passe par l'amélioration des conditions d'apprentissage. Les services nationaux et des nouveaux passés avec sa caravane, charriant derrière des bancs pupitres au profit de l'école Bobokoli et des champs. Preuve de plus de la volonté du commandant suprême de FARDC et du service national, Félix-Antoine Tshisekedi, de garantir un environnement propice à la formation, à souligner l'assistance conquise par les prouesses des bâtisseurs, délinquants d'hier, les commandants du service national, les lieutenants généraux Jean-Pierre Kassondo-Kabouik. Le service national, par la vision de son créateur, a été chargé d'encadrer les jeunes Congolais afin de les engager à la reconstruction et au développement du pays. Les 1000 bancs que le service national met à la disposition de l'Institut Bobokoli ce jour ont été fabriqués par ces jeunes appelés hier Koulouna et aujourd'hui devenus bâtisseurs de la nation. Ces jeunes ont été formés et transformés dans les moules du service national à Kanyamakasese, où ils ont appris l'éducation civique et patriotique ainsi que l'apprentissage d'un métier. Parmi eux, on trouve des menuisiers, des maçons, des charpentiers, des ajusteurs, des mécaniciens, etc., etc. Ceci dit, tout ce qui relève de l'encadrement de jeunes entre dans l'objet social du service national. Le président du Sénat séjourne depuis hier dans le Haut-Katanga. Son fief électoral, parlementaire, Jean-Michel Sama Lukonde, allait s'enquérir de la situation de sa base électorale. Jeanne Kalka. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, est arrivé dans la ville qu'il préfère dans le cadre des vacances parlementaires avant l'ouverture de la session de septembre. D'avion, il a été accueilli par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazimbe. Une compacte de la population de Lubumbashi s'est invitée à l'aéroport de la Luano pour accueillir Sama Lukonde, qui, aussitôt arrivé, s'est confié économique et aussi sécuritaire et politique. Et donc ici, moi je suis très heureux d'être chez nous et d'être bien accueilli par cette population du Haut-Katanga, du Katanga, qui est venue ici avec à leur tête le gouverneur. L'élu des élus, Jean-Michel Sama Lukonde, a épinglé son itinéraire agissante menée par le président de la République, Félix Tshilombo, pour mettre à fin à la guerre de ce pays. Vous savez que notre pays traverse toujours une situation sécuritaire particulière. Dans sa partie, ça sera l'occasion de parler de cette diplomatie vers les processus de Washington et de droit sur lesquels nous allons échanger. Et je n'oublie pas que les membres de l'Union sacrée de la Nation et venant d'un deuxième congrès, nous sommes justement dans cette redynamisation de cette famille politique chère à son excellence, M. le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ça sera aussi l'occasion, sur ce volet politique-là, d'aller sur cette question de redynamisation. Le Sénat compté dans le coin du pays serait également une opportunité pour lui de renforcer l'élan politique. Plusieurs centres de formation professionnelles modernes bientôt opérationnels en RDC. Les travaux de construction de ces différents centres touchent petit à petit à leurs femmes. Des assurances données au ministre de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP,
d'une séance de travail. Julia Tunakov en parle. Les questions relatives à la formation professionnelle de la jeunesse congolaise et à la création de plusieurs emplois, premier pilier, second quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'évaluation à mi-parcours des projets de construction des centres de formation modernes, dont celui de Kisangani dans la province de la Chopo, ont été évoqués au cours d'une séance de travail que le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, a eu ce jeudi 4 septembre en son cabinet avec la délégation du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, conduite par son président Jean-Marie Lukulasi Massamba. Godefroy Stanislas Chimanga, directeur général de cet établissement public, explique. Nous avons été appelés par son Excellence le ministre de l'Emploi pour faire une évaluation à mi-parcours en ce qui concerne notre tâche, la formation professionnelle. Et dans ce cadre-là, nous avons le proche moderne de Kisangani avec l'appui de la coopération française. Le DG de l'INPP a aussi fait savoir que les travaux de construction du centre de formation moderne de l'INPP Kolwezi au Lualaba évoluent normalement en dépit des difficultés logistiques. Des discussions à Kinshasa entre le membre du comité de pilotage national du projet d'urgence et de résilience de Kananga public pendant plusieurs jours. Il faut mettre en place toutes les stratégies pour lutter contre le tête d'érosion qui continue de déranger la ville de Kananga. C'est un reportage d'Erudis Kitou et Camille Joké. Alors que les villes congolaises font face à une urbanisation rapide et souvent non maîtrisée, la question de la résilience urbaine devient cruciale. La 3e session du comité de pilotage national du projet d'urgence et de résilience de Kananga en a fait son cheval de bataille. Réunis autour du thème « Renforcer la résilience urbaine pour une ville plus viable », les acteurs concernés par ce projet ont échangé sur les stratégies aux risques naturels, à la pression démographique et à la faiblesse des infrastructures de base. Alexis Guissaro-Mouvouni, ministre d'État à l'urbanisme et habitat, invite toutes les parties prenantes au travail. Le comité de pilotage placé sous le signe de la redynamisation est l'occasion pour nous de sensibiliser toutes les parties prenantes à ce que nous puissions tous et redonner une dynamique nouvelle à ce projet. C'est l'occasion pour nous de prendre les résolutions qui s'imposent pour que des mesures correctives soient effectivement mises en œuvre pour que ce projet puisse prendre vitesse de croisière. Je me fais moi le devoir de mettre tout en œuvre au niveau du gouvernement pour que ce projet respecte les délais. Ce projet apparaît comme une lueur d'espoir pour bâtir une ville capable pour résister au choc, de protéger ses habitants et surtout de se projeter dans l'avenir avec confiance. Et pour finir, comment intégrer le dimension sociale et environnementale de la gouvernance locale? Eh bien, les sujets étaient sur la table des discussions pendant 3 jours au cours d'un atelier organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie a eu lieu hier et a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. D'autres détails avec Pamita Bangou. Cette session avait pour but de renforcer les capacités locales afin de mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la prise de décision. Une démarche qui cadre avec le développement durable et la vision du guide pour une RDC plus résiliente et responsable. Pendant 3 jours, les participants venus de différents horizons, notamment des structures de la société civile, le service étatique et formés sur les principes fondamentaux de la gouvernance responsable de la cité. Ils ont renforcé leurs compétences pour mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs actions. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de brevets aux participants reconnaissant ainsi leur implication. Cette formation s'inscrit dans la volonté du PNUD d'accompagner la République
du Congo vers un développement durable et responsable. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tundwango, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Lien 20. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour les journaux de la mi-journée. Au revoir.